Chers amis, bienvenue à nouveau dans cette conférence. Nous allons continuer à explorer les conciles de l'époque médiévale, les conciles écuméniques. Et donc, ce sera l'occasion pour nous d'explorer cette fois le XIIIe et le XIVe siècle un peu plus en profondeur. La dernière fois, nous sommes quittés avec le concile de Latran IV en 1215 qui représentait un sommet véritable pour l'Église et particulièrement pour l'autorité du pape de Rome. Alors, c'est important de retenir que quand on est au sommet, ça ne dure jamais et c'est pour ça que ce qui devait arriver va arriver, évidemment. Après Latran IV, bien entendu, l'apogée va un peu faire pchit, si j'ose dire, et on va avoir des crises plus violentes qui vont se multiplier au XIIIe siècle et qui vont demander finalement cette initiative conciliaire à nouveau du pape pour essayer de maîtriser ce déclin. Il y aura donc trois conciles qu'on va essayer de regarder un peu ensemble. Le concile de Lyon I en 1245, le concile de Lyon II en 1274 et puis le concile de Vienne en 1311-1312. Ce sont les conciles français et c'est le titre que j'ai donné à cette conférence. Ces trois conciles vont inévitablement nous montrer qu'il y a à cette période une perte du pouvoir temporel du pape et donc de l'Église, mais aussi une reconfiguration spirituelle importante pour la suite. Et on entre tout de suite dans cette conférence des conciles français du XIIIe et du XIVe siècle. Alors nous reprenons d'abord Innocent III, notre pape important de ce concile de Latran IV de 1215. Eh bien, je vous l'ai dit, c'était un peu son feu d'artifice. Il va mourir peu de temps après. En 1216, il ne sera plus là. En revanche, Frédéric II, l'empereur des Romains de cette époque, qui était assez lié au pape Innocent III, va profiter un peu de ce décès pour mal agir. Il va rallier sous une même bannière, la sienne, bien entendu, les deux couronnes d'Allemagne et d'Italie du Sud. Il s'était engagé à ne pas le faire, il a évidemment la main sur l'un et l'autre, mais il s'agissait quand même de leur laisser une certaine autonomie et de ne pas être trop gourmand. Il va donc revenir sur cet engagement et finalement ça va causer de nombreux conflits, comme on va le voir très bientôt. Alors qui est Frédéric II ? Frédéric II, c'est un personnage très original, très étonnant. C'est le petit-fils de Frédéric Ier, donc Frédéric Barberousse, et son éducation avait été prise en charge en partie par le pape Innocent III. C'est un homme original, c'est un homme très ouvert, très curieux, très passionné. Alors il a des passions incroyables, il va être passionné par les volatiles par exemple, il va écrire un traité sur les faucons et les oiseaux. Il va être passionné aussi par l'Orient et particulièrement le monde arabe. C'est aussi cependant un homme quand même assez autoritaire et assez jaloux de son pouvoir. Bien sûr, un homme imprévisible comme le sont parfois les empereurs. Alors Frédéric II sera un homme pieux aussi quand même. C'est un homme qui sera très proche des franciscains, comme pouvait l'être Saint Louis d'ailleurs. Un peu plus tard, et malgré sa proximité religieuse avec cet ordre, eh bien, il va quand même être excommunié par Rome, et même 2 fois d'ailleurs, puisque les papes vont se succéder un peu dans leur lutte contre ce personnage un peu fantasque. Grégoire IX et Innocent IV vont mettre la main à la pâte dans ce conflit. Innocent IV est un pape important pour nous, puisque c'est lui qui va convoquer le premier concile de Lyon, en 1245. Alors 1245, c'est 30 ans après le dernier concile, ce concile de Latran IV, concile écuménique. Mais quel est le but finalement de ce premier concile de Lyon en 1245 ? Eh bien, ce n'est pas un but aussi noble que la réforme de l'Église, en tout cas pas immédiatement, c'est plutôt un but assumé, c'est déposer l'empereur Frédéric II, qui va même être assimilé à l'antéchrist sous la plume ecclésiastique. Ce concile de Lyon I est un concile tendu et provocateur de tensions d'ailleurs, puisqu'il va ranimer un peu cette guerre entre le sacerdoce et l'Empire. Ce concile dure 3 semaines, donc c'est un temps raisonnable, et c'est un concile qui va se réunir à Lyon, dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon plus précisément, mais c'est un concile qui sera électrique comme ambiance, évidemment. Aucun prélat allemand ne sera invité et ne sera présent. Donc on va chercher malgré tout des compromis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, et cependant l'empereur va bel et bien être déposé à la suite de ce concile, et même le pape va aller plus loin, puisqu'il va
confisquer le royaume de Sicile à Frédéric II, tout simplement, voilà. Donc il va accorder aussi le même statut et les privilèges spirituels des croisés à ceux qui voudront bien l'aider pour aller en guerre contre Frédéric II. Donc il va un peu détourner, voilà, c'est un peu un geste politique bien entendu, un geste qui ne va pas faire l'unanimité d'ailleurs, puisque quelqu'un comme le roi Saint-Louis ne va pas reconnaître cet ordre et ne va pas s'y soumettre. Pourtant c'est Saint-Louis, hein, mais voilà, il y a quand même aussi une décision à prendre à ce moment-là. Cependant, les conséquences de cet acte qui va être dirigé par le pape Innocent IV vont être quand même profondes et durables et très très sérieuses. Enfin, Lyon I va bien sûr continuer un peu dans la tradition de la discipline des clercs dans l'Église. Il va aussi essayer, fait assez novateur, d'envoyer une ambassade auprès des Mongols, les Mongols qui à ce moment-là ravagent l'Europe de l'Est. En 1250, l'empereur Frédéric II va mourir. Il va mourir de dysenterie, ce qui n'est pas extraordinaire, mais il meurt alors que des combats très violents ont lieu d'ailleurs en Italie, entre les Guelfes et les Gibelins. On retrouve un petit peu ce conflit qui se poursuit malgré tout, donc un conflit dans le fond entre le pape et l'Allemagne. Donc c'est une période troublée, 1250, on a une 7e croisade qui va faire une tentative, mais qui va échouer assez vite à cause du manque d'unité, à cause du manque de préparation, et donc on se retrouve dans une situation un peu labile. Et ça va continuer puisque l'Empire romain lui-même, germanique, va se retrouver dans la plus grande précarité. À la mort de Frédéric II en 1250, il n'y a pas d'empereur romain qui est élu. Pas pendant 1 an, ni pendant 2 ans, ni pendant 23 ans finalement, puisque entre 1250 et 1273, le Saint-Empire n'aura aucun empereur élu. Cette période un peu surprenante, on l'appelle le Grand Interrègne. C'est une situation évidemment inédite et qui va avoir des conséquences très, très concrètes, puisqu'elle va permettre pendant 23 ans quand même aux plus petits seigneurs de reprendre leur pouvoir localement, et donc à la féodalité de revenir, ce qui va morceler le pays, ce qui va diviser les régions, et ce qui va perturber pour très longtemps toute tentative d'unité, aussi bien en Allemagne qu'en Italie, et ce jusqu'au XIXe siècle d'ailleurs. Donc, alors c'est vrai, l'Empire a perdu en un sens face à Rome, puisque l'empereur est mort et il n'y a pas de remplaçant. Rome va avoir ce que elle avait voulu avoir, c'est-à-dire la déposition par la mort de l'empereur Frédéric II, et cependant, c'est un long bras de fer qui ne va pas lui rendre service, ni à elle, ni à l'Empire romain, évidemment, en Allemagne. C'est-à-dire que l'Église va perdre son prestige. C'est comme si elle s'était un peu acharnée, déposer un empereur par un concile, enfin, ça ne va pas améliorer son image, malheureusement. C'est un conflit qui aura duré quand même 30 ans, avec l'empereur et l'Empire romain germanique, et qui aura épuisé toute l'Europe. Gibelins et Guelfes, Frédéric II et le pape Innocent IV, finalement, c'est une victoire en demi-teinte pour l'Église, et qui ne va vraiment pas aider beaucoup. Il y aura plusieurs familles qui vont profiter de ce délitement pour prendre de la place, pour prendre du pouvoir, et ça ne rendra service à personne en général. C'est ce qui se passe avec la famille d'Anjou, par exemple. La famille d'Anjou, c'est une famille qui va collaborer avec le pape qui se cherche de nouveaux alliés. Il va se tourner vers cette famille et il va lui donner le royaume de Naples et de Sicile, confisqué à Frédéric II, et donc donné à cette famille d'Anjou. Mais c'est une famille qui va semer le trouble à Rome, qui va multiplier les violences, les ingérences dans l'élection des papes notamment. Et tout ça va déconsidérer assez fortement le Saint-Siège et lui donner un peu l'impression de revenir au temps où les familles laïques avaient la main sur lui. Pendant 3 ans, de 1268 à 1271, le Saint-Siège va rester sans pape, tout simplement, à cause de ces troubles. Un nouveau pape va pourtant venir, et c'est le pape Grégoire X. Lui est ambitieux, et il veut faire
revenir l'Église sur le devant de la scène, il veut la relever de son marasme. Il va dire que le problème de fond reste celui de l'élection du pape, encore et toujours, qui n'est pas assez sécurisée, pas assez efficace, pas assez indépendante. Alors il y a eu beaucoup de réformes sur l'élection pontificale. Je rappelle qu'elle était réservée aux seuls cardinaux depuis 1059, quand même. De même, l'élection était à la majorité des 2/3 de ces cardinaux depuis 1179, et donc il y a quand même un peu de sécurité, mais ce n'est pas assez pour le pape. Le concile de Lyon II va donc se réunir, et se réunir pendant 2 mois, quand même, c'est assez long, et il va introduire un concept très familier et très important, c'est le concept du conclave. Le conclave, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple, ce sont les cardinaux qui sont enfermés, clavé, c'est la clé, enfermés jusqu'à ce qu'ils se soient mis d'accord pour élire un pape. Et puis surtout, enfermés sans aucun contact possible avec l'extérieur. Et c'est surtout ça qui compte particulièrement. C'est toujours le cas aujourd'hui, eh bien ça remonte au XIIIe siècle, au conflit avec les grands seigneurs laïcs. Donc ils seront enfermés à clé. Finalement, c'est un peu cette idée de la clavée qui va faire que, à la fin, extra omnes, tout le monde dehors, on ferme, plus personne ne peut sortir. Et ce n'est pas tout ce qu'il y aura pour motiver les cardinaux à élire un successeur à Pierre. Ce sera aussi un chantage sur leurs revenus, puisqu'ils seront confisqués le temps du conclave, et puis un chantage encore plus douloureux, c'est celui sur les repas, puisque après 3 jours sans avoir trouvé un successeur, eh bien, les repas vont s'amenuiser petit à petit, il n'y aura plus qu'un seul plat, et puis après 8 jours, du plat unique, on va passer simplement au pain, au vin et à l'eau, après 8 jours. Donc ça c'est un peu triste, surtout pour un cardinal. Donc évidemment, ça va motiver les gens à élire rapidement un pape. Le canon du conclave, important pour ce concile de Lyon II, va être quand même assez polémique malgré tout, et donc il va être abrogé malheureusement quelques années plus tard, mais en 1294, il va revenir tel quel, peut-être avec quelques aménagements d'ailleurs, mais il va revenir par la décision du pape de l'époque, Célestin V, qui est donc un pape démissionnaire, comme on sait, mais ce canon va s'appliquer de nos jours encore, depuis la fin du XIIIe siècle. Voilà. Donc, que peut-on dire de plus sur ce concile de Lyon II ? Eh bien, ce concile de Lyon II veut solidifier l'unité blessée à l'intérieur de l'Église par ces décennies de conflits. Il y aura 1500 prélats qui seront présents, il y aura 300 évêques, ça va évidemment considérablement aider, parce qu'il y a une idée derrière ce concile de Lyon II, une autre idée, c'est l'idée de l'unité plus large. En effet, le concile de Lyon II a une ambition assez nouvelle, c'est celle de réconcilier Rome avec Byzance. Et ça, c'est évidemment quelque chose de nouveau. C'est même la priorité du pape de l'époque. En effet, un des prédécesseurs, le pape Martin IV, avait fait le choix un peu malheureux d'excommunier, purement et simplement, l'empereur byzantin, Michel VIII, paléologue. Il l'avait excommunié pour hérésie. Alors il n'avait pas fait ça tout seul, bien sûr, c'était un peu sous l'influence de la famille d'Anjou, mais ça ne l'avait pas gêné de faire ça. Alors finalement, le successeur, le pape Grégoire X, dont on a déjà parlé, eh bien, va essayer de réparer cette erreur. Et pour ça, il va mettre les petits plats dans les grands, il va inviter Michel VIII, paléologue, au concile de Lyon II, il va inviter le patriarche de Constantinople, Germain, il va inviter de nombreux orientaux, ce qui ne s'est pas fait depuis très très longtemps, et il va même, pourquoi pas, aller jusqu'à inviter le Khan des Mongols. Donc il y a une rencontre qui va ici porter du fruit, et même un fruit un peu trop rapide sans doute. Peut-être qu'on va s'enflammer un peu dans toute cette nouveauté, puisque le 6 juillet 1274, dans le cadre de ce concile de Lyon II, l'union est solennellement proclamée avec l'Église grecque. Tout simplement, l'union est proclamée, la communion. Donc cette communion est acclamée, cette communion est rétablie, Michel VIII, paléologue, va lui-même faire beaucoup d'efforts pour que cette union ait lieu. Alors c'est vrai qu'il y a une pression derrière, c'est qu'il y a la menace turque, toujours, qui va finir par avoir raison, d'ailleurs, de l'Empire byzantin, mais Michel VIII, sous pression, et aussi pour des raisons politiques, parce que ça ne lui déplaisait pas d'affaiblir la famille d'Anjou, qui était un roi ambitieux, mais un roi qui avait la main sur ses anciens territoires,
Donc la famille d'Anjou va être affaiblie, pense Michel VIII, en tout cas par cette union, et donc Michel VIII va faire quelques compromis. Il va accepter le filioque, il va accepter le pain azime, il va accepter même la primauté romaine, incroyablement, pour pouvoir permettre ce rapprochement. Mais il faut dire quand même une chose, c'est que ce rapprochement extraordinaire est un peu trop beau pour être vrai. Il n'aura pas été assez soigneusement préparé, approfondi. On aura un peu comme enjambé tous ces siècles de conflits qui finalement ont mené à la rupture depuis quand même le 8e siècle, avec le culte des images, je le rappelle, et on a un peu regardé ailleurs. En d'autres termes, Rome a agi un peu précipitamment. C'est vrai que chacun voulait la réconciliation, et même à tout prix, comme je l'ai dit, avec Michel VIII. Mais malheureusement, cet accord, qui a été donc célébré en fanfare, n'aura finalement presque aucun effet, tout simplement, parce que Rome est incapable d'aider militairement Michel VIII face aux Turcs. Et ça, c'était quand même une condition importante de ce contrat. Donc ce vieux rêve pontifical de l'unité de l'Église, avec Léon II, aura malheureusement fait long feu. Du côté de l'Occident, c'est reçu avec beaucoup d'indifférence. Du côté de l'Orient, c'est reçu avec beaucoup de méfiance. Et en 1283, l'accord sera purement et simplement enterré par Michel VIII, empereur d'Orient, totalement acculé par le danger et la difficulté. Mais malgré cette déception, il faut quand même dire que le concile de Lyon II n'aura pas été inutile, puisqu'il va remettre un peu d'ordre en Europe. D'abord, il va enfin mettre un terme à cette vacance interminable du Saint-Empire, en permettant, en reconnaissant l'élection de l'empereur de ce temps, c'est-à-dire Rodolphe de Habsbourg. Il va également continuer à réguler les ordres mendiants, il va continuer également à suivre tout ça de près, malgré leurs difficultés de l'époque, ça va permettre quand même d'avancer plus sereinement pour la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est ? C'est le concile de Vienne en 1311-1312, dont on va dire un mot maintenant. Quelque temps après Lyon II, il y a un cardinal français qui est élu sur le siège de Saint-Pierre. En 1305, ce cardinal va prendre le nom de Clément V. Et Clément V, c'est un pape qui va être couronné à Lyon, d'abord. Il ne va pas rentrer à Rome, en tout cas pas tout de suite, et même pas du tout, puisque pendant 9 ans, Clément V va errer un peu de cour en cour, de ville en ville. Il aura une espèce de cour nomade, comme on dit, et ça n'est pas totalement par hasard. Clément V était un pape habile diplomatiquement, il aimait les compromis, peut-être un peu trop, mais c'était aussi un pape qu'on a décrit comme faible de caractère, parce que Clément V va être un peu imposé par le roi de France de l'époque, Philippe le Bel. Et donc, il va être le premier personnage qui va recevoir cette sorte de tutelle française sur le Saint-Siège, en tout cas sur les papes originaires de France, bien sûr, et l'affaire des Templiers, qui va se dérouler pendant son pontificat, Clément V, va venir un peu entacher sa réputation. Alors, qui sont ces Templiers ? Eh bien, c'est un ordre ancien qui, comme son nom l'indique, a été fondé en Terre Sainte, et qui avait comme mission d'accompagner les pèlerins, et puis aussi de les accompagner dans leur transactions plutôt bancaires. Voilà. Depuis 1291, cependant, ils n'ont plus beaucoup d'utilité. Ils ont été expulsés de Terre Sainte, en 1291, c'est la perte de Saint Jean d'Acre, et expulsés, eux aussi, sont un peu nomades. Mais à la différence d'autres grands seigneurs, eux ils sont quand même très riches, très nombreux et très organisés. Bref, très puissants ces Templiers. Il va y avoir à cette époque, aujourd'hui on n'est pas tout à fait sûr des sources, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est probablement un peu un mélange. Il y a des rumeurs de l'époque qui vont atteindre l'oreille de certains princes. Des rumeurs persistantes qui vont un peu accélérer leur précipitation dans la ruine, finalement. Nous avons aussi de la convoitise derrière. C'est une évidence, surtout quand on parle du roi Philippe le Bel. Quand Clément V est élu, Philippe le Bel, roi de France, et petit-fils de Saint-Louis d'ailleurs, a 37 ans.
Donc c'est un jeune roi, et un jeune roi qui, depuis 20 ans, est à la tête du pays le plus peuplé et le plus riche d'Europe. Il va être cependant confronté à de grosses difficultés financières. Et dans son royaume, il croit voir, dans l'ordre du Temple, comme dans d'autres communautés d'ailleurs, comme la communauté juive, qu'il va malmener, il va expulser les juifs du royaume de France tout en confisquant surtout leurs biens. Eh bien, il voit donc dans l'ordre du Temple peut-être une solution à sa gêne financière. C'était un roi compliqué, Philippe le Bel, il était très taciturne, silencieux, d'une personnalité décrite comme froide et rigide, sévère comme roi, et en même temps c'était un homme très moderne, c'est un grand centralisateur, un grand modernisateur de l'État, mais un homme qui n'hésite pas à frapper fort quand c'est nécessaire, et c'est exactement ce qu'il va faire. Le vendredi 13 octobre 1307, Philippe le Bel va donc frapper fort, comme je l'ai dit. Il va faire arrêter tous les Templiers du royaume cette même nuit, parce qu'ils sont accusés par diverses rumeurs donc un peu insistantes d'être des renégats, d'être des idolâtres et d'être des sodomites. Donc il va vraiment être assez violent face à l'ordre du Temple. Il va continuer d'ailleurs sa persécution un certain temps. En 1310, il va faire par exemple brûler 54 Templiers dans l'est de Paris, et il va continuer plus tard avec donc Jacques de Molay, dont on parlera dans quelques instants. C'est vrai que, je l'ai dit, tout n'était pas parfaitement clair quand même avec les Templiers. Il faut bien reconnaître que ces Templiers en fait étaient en contact depuis toujours avec cette rudesse militaire de l'Orient. C'était un peu comme la Légion étrangère, sans vouloir lui manquer de respect, mais c'était des gens qui étaient assez peu instruits, des gens qui venaient parfois de loin et pas toujours d'excellents milieux, et comme disait monsieur Favier, historien, des gens qui, je cite, mêlaient à leur rite d'initiation, sans s'en rendre bien compte, la profanation religieuse et le bizutage. Alors on sait bien ce que peut donner le bizutage, puisqu'on l'a de temps en temps aux infos avec des drames. Eh bien, certainement le XIVe siècle n'était pas épargné, sauf que pour un ordre religieux, évidemment, ça fait tâche. Ceci dit, le roi de France, Philippe le Bel, était un homme quand même un peu audacieux, ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il transgressait bien volontiers les règles canoniques sans demander l'autorisation à quiconque, et surtout pas au pape Clément. Alors le pape Clément, donc, qui est plutôt faible de caractère, il va quand même protester face à tout ça, il va tergiverser, et puis finalement en 1308, après cet événement, il va convoquer un concile pour essayer de régler la question lui-même en toute indépendance, croit-il, espère-t-il. Et ce concile, c'est le concile de Vienne, en 1311, donc quelques années plus tard. Et donc ce concile a pour but de régler notamment cette affaire des Templiers. Donc le concile, c'est habile, est convoqué dans le Dauphiné. Alors le Dauphiné, ça n'est pas le royaume de France à l'époque, c'est un lieu qui dépend de l'Empire, donc c'est un lieu indépendant. Et en même temps, c'est un lieu qui est peuplé de beaucoup de Français ou de francophones, donc disons que c'est là encore un compromis intéressant. Alors le pape Clément va bien faire les choses, il va constituer une petite commission d'experts, de 50 experts, qui vont se pencher sur les documents, qui vont regarder un peu tous les procès, et cette commission va examiner donc cette question des Templiers, et va commencer par pencher d'abord vers les Templiers, justement, vers la défense de l'ordre. Tout ça va retentir aux oreilles du roi de France, Philippe le Bel, qui va évidemment pas beaucoup aimer, et qui va, en avril 1312, tout simplement se rendre avec ses troupes et ses 3 fils, qui chacun connaîtront la couronne, au concile de Vienne, pour essayer de faire un peu pression et changer l'assemblée d'idées. Ça va bien marcher, malheureusement ou pas, sans doute, ça va bien marcher parce que, évidemment, l'Assemblée va un peu prendre peur. Et les membres du Concile, face à cette menace, vont changer d'avis assez vite. Le pape Clément lui-même va être un peu contraint de trouver un nouveau compromis, mais le compromis ne sera pas si malhabile, puisque le pape Clément va signer une bulle, mais une bulle accusatrice assez peu accablante. Cette bulle, elle s'appelle Vox in Excelso, c'est-à-dire que par cette bulle, l'ordre sera supprimé, mais pas condamné, alors que Philippe le Bel exigeait qu'il soit condamné.
pour disparaître à tout jamais. Non, là on a fait que supprimer un ordre, ce qui peut dire que par simple décision administrative, on peut le ressusciter si on le veut. Mais Philippe le Bel s'en contentera, hein. En fait, ça lui suffira largement, et ça lui suffira notamment donc à faire brûler le maître du temple en 1314, Jacques de Molay, sur l'île aux Juifs, qui est une petite île au nord de la cité, sur laquelle on va bâtir plus tard la place Dauphine, en 1607. Donc il y a une fameuse malédiction un peu légendaire qui va suivre, et même totalement légendaire, mais ce qui est sûr, c'est que dans les années qui suivent, le pape Clément V et le roi Philippe le Bel vont mourir très très vite, et on sait surtout comment s'est terminé le règne des Capétiens avec les 3 fils de Philippe le Bel. Alors, ce concile de Vienne, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'il nous apporte finalement? Alors il va se réunir sur plusieurs sessions quand même, et il va même se réunir sur 7 mois. Ce qui est beaucoup, et donc il y aura une grosse réflexion qui va être mise en place pour continuer aussi la réforme de l'Église, dans l'esprit de Grégoire VII toujours, hein. On peut citer quelques éléments intéressants. D'abord, de l'ordre va être remis chez les franciscains. Donc j'ai évoqué les franciscains, ils avaient un premier idéal de pauvreté, magnifique, et puis il y a eu un peu une scission au milieu des frères, ce qu'on appelle la querelle des spirituels. Est-ce que la pauvreté doit être absolue, ou est-ce qu'elle doit être pas si absolue que ça? Quelle place du mysticisme, hein? Il y a Joachim de Flore là-dedans qui va mettre son nez également, qui va mettre en place toute une eschatologie mystique, en fait, qui va avoir une influence considérable sur les franciscains. Et donc on a dans cette querelle des spirituels une opposition entre les extrémistes, ou ceux qui sont vraiment les plus zélés, qu'on appelle d'ailleurs les zelanti en italien, c'est-à-dire les fraticelles. Alors c'est une expression qui englobe tous ceux qui sont influencés par ce mysticisme de Joachim de Flore, et qui souhaite rejeter tout attachement aux biens matériels. Voilà. Finalement, le pape va réfléchir à la question, et bien plus tard, en 1323, c'est là qu'il va déclarer que la pauvreté de Jésus et des apôtres n'a pas été absolue, et donc il n'est pas impossible que cette pauvreté ne soit pas absolue non plus pour les franciscains. Voilà, c'est la bulle Cum Inter Nonnulos, donc c'est une bulle qui essaye un peu de régler le problème interne à l'ordre franciscain, mais rassurez-vous, ce problème sera réglé aussi plus tard, puisque certains frères trop radicaux vont être emprisonnés ou tout simplement brûlés. Un autre apport de ce concile de Vienne va concerner la communauté des béguines, ou plutôt des bégars et des béguines, donc les masculins et la branche féminine. Alors qu'est-ce que c'est qu'une béguine? Qu'est-ce qu'un bégard? Eh bien finalement, ça représente une assemblée, un petit groupe de laïcs vivant comme des religieux, exactement, mais qui ne vont prononcer aucun vœu, vivant en communauté, donc dans des petits béguinages, comme on dit. Alors c'est très 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 à la mode à cette époque, les béguinages se multiplient partout en Europe, mais c'est vrai que ça posait quelques difficultés. L'une d'entre elles, qui a beaucoup irrité le siège romain, c'est certaines idées hétérodoxes qui étaient diffusées par ces béguinages. On pense à quelque chose qui s'appelait le libre esprit. Alors c'est pas parce qu'il y a le mot libre dedans qu'il faut tout de suite avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, mais qu'est-ce que ça veut dire que le libre esprit, un concept de cette époque? Ça veut dire l'esprit libéré de tout superflu, au point de laisser une place entière et exclusive à Dieu dans sa vie. C'est-à-dire qu'on est délivré du péché, mais dès cette vie et non pas dans la vie éternelle, et donc ça veut dire qu'on va être libre d'écouter ses désirs qui sont évidemment plus du tout pécamineux, hein, d'après cette communauté, et ça va donc conduire à toutes les dérives qu'on peut dès maintenant imaginer, mélangeant la charité et l'amour charnel, hein, particulièrement répandu dans les communautés de cette époque. Donc il y avait une mystique par exemple à Paris qui était assez célèbre, c'était Marguerite Porrette, qui a fait plusieurs écrits de grand intérêt, mais qui diffusait aussi, alors c'était pas très clair, mais qui diffusait un certain attachement à ce libre esprit, plus ou moins purifié de ses dérives. Bon, bah, finalement, pour être bien sûr, elle a été brûlée
brûlé en 1310 à Paris, ce qui est pas forcément une bonne chose, attention, mais ce qui est certain, c'est que le Concile de Vienne, lui, juste après justement cette condamnation, va continuer à condamner le libre esprit et Marguerite Porete. Voilà. Donc ça, c'est une autre direction du Concile de Vienne. On peut également citer un intérêt pour le culte musulman, qui va être interdit partout en pays chrétien, alors que parallèlement les langues anciennes et orientales vont être encouragées pour l'étude universitaire, l'étude universitaire. Enfin, il y a autour du Concile de Vienne une figure intéressante, c'est celle de l'évêque Guillaume Durand, qui est un évêque français important, l'évêque de Mende, qui est un exemple intéressant d'une personne cléricale dans l'Église qui va réussir à souhaiter et débattre pour la réforme de l'Église, une réforme très en profondeur. Guillaume Durand voulait, par exemple, le mariage des prêtres, la gratuité des sacrements, etc. Et donc il souhaitait une réforme de la tête de l'Église, tout en ne s'opposant pas au débat, à la discussion pacifique. Et malgré ses opinions vigoureuses, tout s'est bien passé pour lui, il a continué à débattre, même si, bien entendu, ce sera sans grand succès, si on se met du côté de sa perspective. Alors, Clément V va donc mourir, je l'ai dit, en 1314, et à partir de ce moment-là, le siège pontifical va rester vide pendant 2 ans. On va attendre l'élection d'un nouveau pape, et ce pape va venir en la personne d'un nouveau Français, et ce Français, c'est Jean XXII. Il se trouve que Jean XXII est un personnage important parce que c'est l'évêque d'Avignon. C'est pas tellement que la ville d'Avignon soit tellement importante en 1316, mais c'est la décision qu'il va prendre qui va changer un peu le destin de l'Église pour quelque temps, puisque Jean XXII craint l'influence des familles romaines sur son pontificat. Il a peur de se faire un peu manger, et il a peut-être raison d'avoir peur, et donc il va décider de rester chez lui à Avignon. Et en fait, il va rester avec ses successeurs jusqu'en 1378, ce qui est évidemment un très très long moment. C'est un schisme qui va être la papauté d'Avignon, et qui va... pas tout à fait un schisme d'ailleurs, si on le prend au sens strict, mais disons que ça va être un déménagement de la cour romaine, un déménagement imprévu, qui n'était pas du tout écrit dans les textes, mais qui sera une respiration nécessaire et utile, on le verra la prochaine fois, pour que les papes retrouvent une nouvelle forme d'autorité, après avoir perdu quand même presque tout pouvoir spirituel. Alors, j'aimerais finir avec une conclusion sur ces conciles du XIIIe, XIVe siècle, ces conciles français. Ils sont intéressants parce qu'ils sont témoins d'un changement d'époque assez profond. À ce moment-là, on a des événements qui se succèdent et qui vont un peu marquer ces temps-là. En 1274, à l'époque de Lyon II, va mourir saint Thomas d'Aquin, qui est dominicain, va mourir également saint Bonaventure, qui est franciscain. Quelque temps plus tard, je l'ai évoqué, en 1291, c'est la chute de Saint Jean d'Acre, et c'est une chute qui va être vécue comme un traumatisme par les chrétiens et par l'Église, puisqu'elle va mettre définitivement fin au rêve de croisade, qu'on va tenter de ressusciter plus tard, mais sans aucun succès. Et alors que les derniers occidentaux sont expulsés de Terre Sainte, va s'évanouir un peu cet esprit idéalisé du chevalier servant, vertueux, du moine soldat un peu dévoué, qui va disparaître pour laisser finalement place à une figure un peu plus humble, celle de l'évangélisateur, qui vient non plus avec l'épée, mais qui vient avec la Bible dans la main. Alors il y a un accord à cette époque qui va être passé, je l'ai dit, avec le Khan des Tatars au concile de Lyon II, et après cet accord, le pape va pouvoir envoyer des franciscains en Extrême-Orient. Comme quoi c'est très important de pouvoir dialoguer, y compris avec des gens très très loin de nous. Et à travers l'Arménie, la Perse, la Mongolie, et même jusqu'en Chine, il y a des franciscains qui vont pouvoir se présenter, qui vont pouvoir être évêques, qui vont pouvoir rencontrer les populations locales. Pendant ce temps, la papauté va se figer à Avignon, et elle va se figer un peu dans ce changement de mentalité.
parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le pape a perdu en influence quand même. Il a perdu même considérablement en influence entre le concile de Latran IV et le début du XIVe siècle. Il y a eu cette réouverture de la guerre entre le sacerdoce et l'Empire qui lui a beaucoup nui quand même, avec le concile de Lyon I en 1245. Cette période de violence dont Rome a dû malheureusement subir les contre-coups. En regardant, même dès les années 1260, on voit que le prestige d'un pape comme Innocent III semble déjà très très loin, malheureusement. Donc le concile de Lyon II va tenter, en 1274, de reprendre la main, un peu. La main de la réforme, par exemple, à l'intérieur de l'Église. La main aussi de l'influence temporelle du pape. Mais malheureusement, ce sera un peu trop tard. Parce qu'en 1274, déjà, les grands empires sont affaiblis. Les petits princes du début du siècle sont devenus des grands rois assez centralisateurs et très modernes, comme par exemple en France. Et l'identité nationale aussi des différents pays, des différents royaumes va commencer à s'affirmer très franchement, se construire. Des peuples vont s'unifier. Et quelle est la place du pape dans tout ça ? Eh bien malheureusement, elle est, ou heureusement, ça dépend de la perspective, elle est quand même bien moindre face à toutes ces populations qui vont croître en taille, en richesse, en centralisation et en modernité. Jusqu'à l'époque de la peste noire, donc les années 1340, on a un peuple vigoureux, on a des pays riches, on a une université très dynamique et très influente. Et on va tolérer de moins en moins que le pape mette son nez dans les affaires temporelles des princes. Et un détail, par exemple, ne trompe pas, c'est la revendication du droit divin des princes, qui va commencer à se mettre en place à ce moment-là, et qui exclut progressivement, mais certainement, toute intrusion du pape dans les royaumes. Le pouvoir pontifical temporel, donc ce deuxième glaive, si on prend la théorie des deux glaives, va s'émousser en quelque sorte, et ne représentera bientôt plus grand-chose. Le conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII en est un parfait exemple. Surtout avec l'attentat d'Ananie, c'est-à-dire que le pape Boniface VIII, même si il a du mérite aussi parce qu'il a réussi à se dégager de l'influence de la famille d'Anjou, par exemple, Boniface VIII, mais fort de ce succès, il va essayer de reprendre la main sur le reste, et ça ne va pas lui être autorisé. En 1303, Philippe de Nogaret et finalement la France avec lui vont venir le gifler dans ses propres appartements. Ça va évidemment manifester au monde entier, et l'absence désormais évidente du pouvoir temporel du pape, et le Saint-Siège n'étant même plus capable de protéger la personne du souverain pontife jusque dans sa chambre, évidemment. Donc ce qui va suivre avec Clément V, cette papauté sous emprise dont on a parlé aujourd'hui, va confirmer ce constat pendant un long moment. Mais tout n'est pas perdu, parce que cette perte de pouvoir temporel va ouvrir la porte à une restauration du pouvoir spirituel. Dès Boniface VIII, on pouvait le voir d'ailleurs, puisqu'il y aura l'année sainte 1300, qui va être mise en place comme une initiative, et qui va provoquer un pèlerinage très très massif à Rome des chrétiens, et qui va être un très très gros succès. De même, la cour pontificale à Avignon va faire rayonner une influence désormais beaucoup plus spirituelle que temporelle du pape en Europe, et va finalement provoquer l'admiration dans différents domaines qu'on pourra voir la prochaine fois à la prochaine conférence. Mais on peut déjà dire que finalement le prestige de Rome va être restauré, non plus du côté temporel, mais du côté spirituel. Donc on est loin du goût du XIIe, XIIIe siècle. On va se retrouver dans un augustinisme politique qui va remettre le pape à sa juste place, c'est-à-dire que oui, il a une dignité spirituelle, donc supérieure au temporel, mais il doit donc se dégager du temporel le plus possible, et c'est ce qu'on va retenir. Toutes ces transformations que j'ai évoquées au XIIIe siècle, au XIVe siècle et bientôt au XVe siècle nous donnent la direction de la dernière conférence qu'on va voir ensemble, cette conférence sur les conciles médiévaux qui va nous parler désormais du conflit interne à l'Église, avec particulièrement présent le conflit entre le pape et le concile. Merci d'avoir suivi cette conférence sur les conciles français. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle conférence historique sur les conciles médiévaux. À bientôt et bonne fin de journée.